Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast des Initiés. On retrouve Léna Collin avec nous aujourd'hui sur le plateau. Comme vous pouvez le voir, on est sur un nouveau décor, un peu plus naturel, on va dire, que les studios de tournage où on a l'habitude d'être. Mais c'est en rapport avec les 3 prochains artistes qui passent dans le podcast, donc j'espère que vous apprécierez le nouveau décor. Bonjour Léna, bienvenue sur le plateau des Initiés. J'espère que tu es prête. Du coup, pour le podcast, ça va se faire en 3 parties. Une première partie pour apprendre un peu à te connaître un peu plus. Une deuxième partie où on fera un atelier. Et la troisième partie, si tu as des conseils et des anecdotes en rapport avec ce que tu fais. Du coup, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de ton projet qui s'appelle Purée. Oui, purée, parce que je le dis vraiment tout le temps. Je suis toujours au purée pour tout et n'importe quoi, quand j'aime bien quelque chose, quand... Un peu tout le temps en fait, il n'y a pas trop de raisons particulières, mais je le dis tout le temps. Et je voulais que ça évoque un peu... quand on voit mes pièces, quand on voit ce que je fais, qu'on se dise ah purée c'est trop sympa quoi. C'était le côté un peu spontané parce que c'est comment je suis au quotidien et je voulais un truc un peu marrant dont on se rappelle et avec ma com je joue aussi un peu là-dessus sur le côté oh purée. Pour que les gens ils puissent retenir plus facilement peut-être cette petite accroche. Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins on s'en souvient quoi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, sur comment tu es arrivée justement à créer Purée ? Alors moi j'ai fait les Beaux-Arts de Quimper et après j'ai fait un master de management de projets créatifs et culturels entre Rennes School of Business et les Beaux-Arts de Rennes. Donc j'avais quand même une formation plutôt Beaux-Arts, mais avec le master ça m'a apporté un peu des notions de business, gestion de projet, etc. Et le but du master c'était aussi de nous permettre de créer notre activité après le master. Donc ça m'avait donné déjà envie et j'avais envie de faire un projet plutôt créatif, de créer quelque chose en rapport avec la mode parce que j'adore les vêtements, j'adore m'habiller. C'est comme ça que je m'exprime au quotidien, c'est par le vêtement et du coup j'avais vraiment envie de créer un projet là-dedans, mais je savais pas trop quoi. J'avais pensé peut-être à ouvrir une fripe, enfin en tout cas il fallait que ça ait un rapport avec le vêtement, mais je voulais aussi que ça ait un rapport avec la création, le design et voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai eu envie de créer ma marque de vêtements. Tu parles de fripe, mais du coup c'est quelque chose qui est plus, un peu plus écologique. C'est une démarche qui t'intéressait justement dans la création de ton entreprise ou Ouais. quand tu te lançais ? Oui, parce que j'ai eu un peu le déclic en études supérieures. Je consommais vraiment beaucoup de vêtements et à un moment donné, je me suis dit que ça n'allait pas du tout. J'ai eu un petit moment où justement ma conscience écologique est apparue. Parce que comme c'était pas cher, j'achetais beaucoup. Et au final, je portais pas tout. Enfin, c'était un peu cata. Et je me suis dit, oh là là, y a un truc qui va pas. Faudrait peut-être que je fonctionne autrement. Donc, je me suis contrainte à acheter que de la seconde main. Mais c'était pas forcément la meilleure solution non plus. Parce qu'il y a seconde main et seconde main. J'avais envie de consommer mieux. Et du coup, peut-être d'acheter moins, mais acheter mieux. Donc voilà, j'étais dans tous ces questionnements-là. Ouais, tu voulais que finalement ce que tu achètes, ça soit plus intemporel, que tu puisses porter sur le long terme en fait. C'est ça qui t'intéressait. Oui, c'était ça. Et c'est surtout me dire, là, je crée mon vestiaire d'intemporel avec des bons basiques de qualité. Une belle veste, un beau t-shirt blanc, un beau jean qui puisse durer longtemps et qu'on pimpe avec d'autres plus petites choses, quoi. De plus accessoiriser avec d'autres choses que tu trouves, ça permet aussi de changer les tenues au fur et à mesure et de pas... effectivement, de faire un espèce de switch ou de mix entre tout ce que tu as. Et essayer de, quand j'achète une pièce, me dire avec quoi elle va aller, est-ce qu'elle va aller avec tout ce que j'ai dans mon dressing. La question que je me pose souvent quand j'achète, c'est est-ce que là, tout de suite, tu as envie de le porter et est-ce que tu as les choses avec lesquelles tu peux porter cette pièce. Maintenant, j'essaie de me poser ces questions-là avant d'acheter, de me dire, bon, est-ce que ça va avec ce que j'ai? Est-ce que ça va avec ce que j'aime porter en général et pas m'éloigner trop de ce que je porte d'habitude. Enfin voilà, pour éviter de me dire dans 2 jours j'aurai envie de le revendre. Donc je préfère limite acheter des pièces plus chères, quitte à les payer en plusieurs fois, mais au moins avoir vraiment des pièces de qualité. Par rapport à cette qualité que tu vas avoir au sein de Purée, comment ça se passe sur les matières premières et les matériaux ? Je sélectionne des tissus dormants et des jeans. En fait, quand j'ai réfléchi à ma marque, etc., je me suis dit quelle matière je pourrais utiliser et revaloriser. Et le jean, c'était un peu venu
Bah, c'est un peu évident parce que c'est de la matière qu'on a beaucoup. On produit énormément de jeans et on en jette beaucoup parce que c'est abîmé au niveau de l'entrejambe, des poches. Il y a énormément de jeans. Et le jean, c'est une matière super résistante. Et dans les jeans usagés, les jambes de jean, on peut vraiment en faire encore plein de choses. Et ça, c'était un matériau qui pouvait être... une matière qui pouvait être durable. Donc j'ai pensé au jean. Et après, je récupère des tissus dormants. Donc j'essaye de pas trop prendre de plastique, mais c'est vrai que des fois on trouve ce qu'on quasi peut, impossible. c'est compliqué quoi. Donc voilà. Mais j'essaye toujours de prendre des toiles qui sont quand même assez solides. En termes de pourcentage, tu me parles effectivement qu'il y a souvent de plastique dans les tissus et tout. Ça représente vraiment un pourcentage élevé ou c'est... Bah, je saurais pas trop te dire en termes de pourcentage, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, on trouve beaucoup de plastique. Okay. Après, ça dépend aussi où on va chiner où on trouve ces tissus. Quand c'est des grandes marques de luxe, en général, il y a quand même moins de plastique parce que c'est du haut de gamme, donc il y a quand même plus de coton, de lin, de matières un peu plus nobles. Puis en upcycling, bah, on trouve, on récupère les matières qu'on trouve. Ouais, bah oui. On peut pas avoir un cahier des charges non plus trop compliqué, quoi. Il me semble que du coup, tu travailles avec un atelier qui s'appelle Esperen. Tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui, et ben c'est un atelier de couture qui emploie des personnes en insertion. Okay. Et donc le projet s'est créé au moment où moi je créais mon projet et je cherchais un atelier qui soit proche de chez moi. J'avais pas trop envie de partir, de devoir prendre l'avion pour aller au Portugal. Enfin, ça n'allait pas avec... je me voyais pas partir. J'essaie déjà dans les voyages de très peu prendre l'avion, etc. Donc pour créer une marque, il aurait fallu se déplacer quand même assez régulièrement. Donc je voulais vraiment rester en France. Si le projet se faisait, c'était en France de toute manière. Et à Rennes, du coup, c'est monté un atelier au moment où moi je crée mon projet. Donc j'ai directement contacté la responsable du projet et je lui ai parlé de ma marque, de tout ça. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait et c'était trop chouette. J'étais une des premières du coup clientes de l'atelier. Donc c'était cool. On a pu travailler ensemble dès le début, quoi. Ok, du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble avec Esperen? Et ben j'ai créé mon entreprise en janvier 2024, donc fin 2023. Il me semble qu'on a oublié une partie, mais il y a aussi une modéliste qui intervient justement dans ton processus. Oui, bah moi c'était la difficulté, c'est que j'ai pas de formation de stylisme, de modélisme. Enfin voilà, j'ai pas ces compétences-là, donc il fallait que je m'entoure de personnes qui les ont. Et donc j'ai travaillé, en fait c'était via Esperen au tout début. Ils m'ont mis en lien avec une modéliste du réseau de l'association Esperen. Donc c'est Hélène Palierne et on a super bien matché et ça s'est très bien passé et elle a travaillé sur toutes les pièces. Donc c'est elle je lui donne toutes mes idées, mes dessins, mes inspi, ce que j'ai dans la tête et elle le retranscrit sur papier quoi, avec les patrons. Et donc c'est un sacré travail parce que c'est compliqué de partager son idée et de le retranscrire. Donc ça c'est un travail qui est assez chouette à faire. Et donc Hélène reprend tout ça et fait le patron. Et après c'est Esperen qui prend en charge la confection du prototype. Tu fournis à la modéliste du coup toi tes dessins? Ouais. Ou des choses que tu élabores un peu plus pour lui proposer et après vous en discutez toutes les deux. Oui, c'est ça. En fait, moi, j'essaie de lui faire des dessins de ce que j'ai en tête. Je lui donne aussi des photos. Je fais des petits moodboards d'autres vêtements qui ressemblent, en tout cas dans les coupes, dans les formes, à ce que j'aimerais. Et je lui envoie tout ça et on discute après. Elle me redemande des précisions, des mesures. Enfin voilà, qu'est-ce que j'aimerais. Et puis elle me conseille surtout parce que moi, il y a plein de choses que je connais pas, dont j'ai pas forcément les notions. Donc il y a vraiment ce travail-là de conseil. Et clairement, je lui demande vraiment son avis, ce qu'elle en pense, ouais, ce qu'elle ferait. C'est vraiment un échange avec elle finalement pour construire au mieux la pièce.
tant avec les contraintes qu'elle est là en tant que modéliste et toi, ce que tu aimerais avoir en fait finalement. Ouais. C'est un équilibre à trouver entre les deux pour que ça soit réalisable. Ouais, c'est ça. Et puis comme on travaille à distance, il y a la difficulté de quand même de se transmettre bien les infos et ce que j'ai dans la tête. Puis elle donne des super bons conseils. Enfin, c'est précieux vraiment d'être accompagnée comme ça. De toute façon, ça aurait pas pu se faire sans que je sois accompagnée par des professionnels de tout ça, quoi. Je pense que c'est intéressant aussi de revenir sur ce point-là parce que c'est vrai que généralement quand on veut se lancer, des fois on se dit tout seul, vas-y j'ai les idées, je vais essayer de le faire et tout. Et je trouve ça bien justement que tu aies su, alors je sais pas si c'est dû à ta formation aussi que tu as fait, mais que tu aies su t'entourer en te disant bah là j'ai vraiment besoin d'autres personnes avec moi pour m'accompagner et de pouvoir faire évoluer le projet en fait correctement. Avant de me lancer, j'ai fait presque 1 an de petites formations, d'ateliers. En fait, j'ai essayé d'un peu grappiller partout à Rennes dans tous les aides à la création d'entreprise. Parce que pareil, créer une entreprise, ça se fait pas comme ça. Enfin, moi, j'avais pas toutes les notions. J'avais vu quelques domaines à l'école, la gestion de projet, du management. On avait parlé de business plan, mais c'était quand même assez court. Et donc, il y avait plein de choses que je maîtrisais pas forcément. Donc, je me suis pas mal formée pendant 1 an à aller à différents endroits à Rennes pour me former. Et donc ça, c'était très précieux. Et c'est grâce à tout ça que j'ai pu faire un business plan, savoir ce dont j'avais besoin, faire qui je devais me tourner, combien ça allait me coûter. Enfin voilà, il fallait monter le truc de manière assez solide, rien que pour emprunter de l'argent pour me lancer, quoi. Je trouve ça dommage que du coup en école d'art, des fois on nous enseigne pas plus en termes de marketing et de savoir se vendre parce que je trouve que des fois quand tu as envie de te lancer, bah là tu perds un peu pied parce que tu sais pas trop vers qui te diriger. Tu as les infos un peu au compte-gouttes, j'ai l'impression, c'est jamais très précis ou alors tu tâtonnes et tout et j'ai l'impression que c'est des périodes qui sont souvent très longues à mettre en place. Exactement, là moi du coup mon master il a vraiment bien complété le côté beaux-arts parce que en effet j'ai fait du marketing, enfin voilà le côté plus business dont forcément on a besoin pour se vendre et vendre. Oui. Bah voilà, c'était nécessaire. Et puis tous les ateliers auxquels j'ai participé sur la micro-entreprise, parce que c'est pareil, créer une entreprise, mais tu as plein de statuts différents, c'est pas du tout les mêmes règles. Enfin voilà, il y a plein de choses à savoir. Même gérer sa compta, même si moi je suis en micro et que c'est pas des obligations comptables trop compliquées, mais quand même, il faut savoir gérer derrière. Gérer ça, savoir ce que c'est que de la trésorerie, un besoin en fonds de roulement. C'est vrai qu'en tant que du coup entrepreneur ou quand tu gères une micro-entreprise, si tu as vraiment plusieurs pôles à gérer, tu es vraiment en mode... Bah oui, et puis moi je pouvais pas tout déléguer parce qu'un projet où tu délègues tout, faut quand même avoir les financements. Avoir les financements. Oui. Donc voilà, il fallait que je choisisse aussi. Forcément, il fallait que je délègue la partie modélisme et patron et conception du produit, production, etc. Donc je pouvais pas me permettre de déléguer d'autres choses. Après, je le savais, j'avais fait un petit bilan de toutes mes compétences et je savais ce que j'aimais faire et ce que j'avais envie de faire dans le projet et ce qu'il fallait que je délègue parce que j'avais pas les compétences et que ça me passionnait pas particulièrement non plus, quoi. Mais du coup, je vois aujourd'hui que tu es venue avec la nouvelle veste de ta collection. Peut-être que tu peux aussi nous en parler un peu plus. Alors c'est la veste vague unisexe, parce que j'ai commencé, mon premier produit c'est la veste vague femme, donc qui est assez courte, qui a le même principe de col, pas de boutons poche avec du jean revalorisé et les boutons dépareillés. Mais en fait je me suis rendu compte sur des marchés et que la veste vague femme plaisait aussi, qu'elle plaisait un peu à tout le monde, qu'elle plaisait aussi aux hommes. Et donc je me suis dit j'aimerais bien proposer un produit qui soit mixte et qui puisse vraiment aller à tout le monde. Donc en fait on a juste rallongé un petit peu les manches et le corps de la veste et ajusté un peu forcément la coupe en fonction de ça. Mais elle change pas vraiment de l'autre veste. Et je voulais aussi proposer le choix des boutons. Donc en fait, là moi j'ai les boutons dépareillés comme sur la veste vague femme. Mais j'ai aussi une proposition de boutons beaucoup plus simple et plus casual pour les personnes qui voudraient pas avoir des boutons trop dépareillés. Voilà.
Toujours dans l'idée, en fait, c'est vraiment une veste entre la veste en jean, veste de travail, voilà, une veste qui puisse vraiment aller avec tout, dans les couleurs, dans la forme, et qui puisse coller au plus de personnes possible dans la coupe, quoi. Ouais, c'est ça. Puis même en termes du coup, qu'on parlait tout à l'heure de durabilité aussi, mais c'est une veste du coup qui se porte autant en automne qu'en printemps. Ouais. Ou même le soir en été, du coup, elle t'accompagne un peu tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. L'idée, c'était de pouvoir la porter un peu tout le temps, sous un manteau en hiver, sur un t-shirt au printemps. Enfin, voilà. Et puis d'avoir une veste aussi qui, dans la forme, dans la coupe, ça se démode pas. Parce que tu mets le prix dans la veste, mais tu vas pas la changer. Ouais. Enfin, voilà. Et après, l'idée aussi de la veste unisexe, c'est de pouvoir peut-être la partager. Bon, il faut faire la même taille, mais dans un couple ou en coloc, j'en sais rien, ou dans sa famille, on peut se dire, bon, bah, on investit ensemble dans une pièce et Et tu peux te les changer. on se la partage. Enfin, il y avait aussi cette idée-là de partage. D'ailleurs, tu parlais de ta veste par rapport à la coupe qu'elle a et tout, mais je pense qu'il y a pas mal d'inspiration derrière cette veste. Peut-être tu peux nous en parler un peu plus. Bah, la marque de fabrique, enfin mon esthétique, c'est la vague. Donc je voulais que ça ait un rapport avec la mer, toutes mes inspirations de mes balades en bord de mer, et je voulais ramener ça dans le vêtement. Donc j'ai réfléchi beaucoup, j'ai beaucoup dessiné à ce que je voulais faire. Et c'est vrai que la vague est revenue, et je me suis dit, une vague sur un vêtement, c'est vrai que ça peut être intéressant. Et j'ai trouvé un coquillage en forme qui avait cette vague-là, et je me suis dit, mais le coquillage s'ouvre, ça peut faire deux pans Comme une veste finalement. de vêtements. Et donc je me suis dit, ça peut se décliner en plein de choses, en fait, en veste, en chemise. Et puis la vague, je peux m'en servir comme outil pour créer plein de choses sur le vêtement. Ça peut être, j'ai fait des pantalons, c'était le revers de pantalon qui était en vague. Okay. Enfin, voilà, je me suis dit, ça peut être un motif aussi récurrent qui revienne. Un motif, ça peut vraiment. Moi, quand j'ai créé ma marque, je voulais qu'il y ait vraiment quelque chose de reconnaissable, parce que c'est compliqué aujourd'hui de créer une marque parce qu'on est en concurrence avec tellement d'autres créations et la fast fashion. Et donc, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se démarque et qui donne envie d'aller consommer chez moi et pas chez quelqu'un d'autre. Et surtout, pas en fast fashion, quoi. Je pense qu'on va garder ce motif en tête pour du coup l'atelier qui va suivre après, et que tu nous racontes un peu plus de tes inspirations, que tu nous montres aussi les coquillages qui t'ont inspiré, et qu'on fasse après un atelier autour de cette thématique qu'est la mer. Bienvenue sur la partie atelier du podcast de l'association. C'est un nouveau format qu'on essaye, donc j'espère que ça va te plaire, ce qu'on va faire. Il n'y a que des choses qui me plaisent déjà. On a essayé de garder des matières premières qui faisaient penser aussi à purée. Ouais. Donc on a des chutes de jeans, des chutes de tissu. On a ce qu'il faut en termes de boutons, un élément aussi qui est hyper important sur tes vestes. Carrément. Et on a les coquillages, parce que ça représente aussi la thématique de la mer. Regarde. Ouais, ce coquillage. Le coquillage qui a vraiment inspiré l'ouverture, en fait, en forme de vague. Ok, d'accord. C'est le même. En fait, c'est vraiment dans ma tête, au moment où je cherchais la petite touche, le truc, mon copain m'a ramené le coquillage. Okay. Je l'ai regardé et j'ai fait, mais oui, c'est ça. C'est ça. J'ai trouvé. C'est ça. Du coup, si tu veux, pour l'atelier, ce que je te propose, c'est qu'on parte sur la thématique de la mer et qu'on s'amuse à découper le tissu, qu'on voit les assemblages qu'on peut faire et tout. Et je vais continuer à te poser des questions en rapport avec purée. Du coup, on partait aussi de cette inspiration des coquillages. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce qu'il y a des éléments aussi comme les boutons qui sont présents, qui font partie de tes vestes? Est-ce que c'est aussi des éléments qui t'inspirent pour la création? Oui, clairement, parce que en général, la plupart des boutons, je les chine. D'accord. Donc vraiment en brocante, en ressourcerie. D'accord, ok. Dans tous ces lieux-là. Et il n'y en a pas toujours, mais des fois, il y a des énormes bacs de boutons. Et en fait, c'est génial parce qu'on trouve plein de choses, dont j'ai trouvé pas mal de boutons en céramique.
Ok, Et, trop chouette. et franchement, c'est excellent. C'est vraiment trop cool. J'aime trop les couleurs comme ça, entre le bleu, le doré, un petit rose pâle, un petit vert et tout. Je trouve que ça L'idée, donne c'est tellement d'avoir envie. vraiment là, justement, sur les vestes, c'est d'avoir le côté bien différent, enfin, dépareillé des boutons. Ok, Et bon, je pars toujours un peu sur les mêmes choses en général. C'est le premier bouton et le troisième qui est dans les dorés, enfin, où ok. il y a un petit rappel de doré. Et après les autres en plastique ou enfin les autres d'autres matières quoi. Ok, Mais essayer d'associer le côté un peu métal, ouais. doré ou argenté, mais quand même plus dans le doré, avec aussi des matières De plus boutons, ouais. En acre classiques de boutons, ouais. ou en Ou plastique. en acre aussi, ouais. C'est comme des petits bijoux, quoi. Et puis il y avait cette idée que c'était un peu comme tu vois, comme la laisse de mer et qu'il y a ces petits coquillages Ouais. vraiment à l'endroit Ah oui. où la vague Repasse. repasse et qui laisse les petits coquillages. Bah, c'était un peu cette idée d'avoir les petits boutons. Ok. Si Ouais, on donc pousse le truc. Surtout celui-là, il fait vraiment très coquillage. ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ouais, faut vraiment avoir peut-être aussi cette identité un peu plus coquillage sur les boutons, en mode pour vraiment. Petits bijoux, petits coquillages. Ouais, c'est ça. Il y a juste, tu vois, un truc avec les matières. C'est que justement, pour les jeans, moi, j'ai une contrainte importante quand je Yes. sélectionne les jeans. C'est qu'il faut qu'il y ait très peu ou pas. Enfin, le mieux, c'est pas d'élastane. Ah. Ouais. Parce qu'en fait, plus il y a de l'élastane, plus Donc, la c'est matière, compliqué. elle se transforme. Elle n'est pas... ouais, donc c'est plus compliqué à couper, à coudre. Et surtout, dans le temps, Ah oui, ça déforme, en fait. Puisque là, sur la veste, il faut que la patte de bouton, elle bouge pas, quoi. Oui. Donc, et aussi, quand tu fais des boutonnières, bah, en fait, plus il y a de l'élastane, plus ta boutonnière, elle va être ondulée. Ok. Parce que la matière, elle bouge, quoi. Mais j'utilise que des jeans qui ne peuvent plus être portés. C'est-à-dire. Je sélectionne des jeans que dans les bacs triés, dont les jeans ont des trous à l'entrejambe. Ok, Parce que oui. sinon, ça peut faire de la... Ah oui, c'est Enfin, un tu peu vois, un je récupère de contrat, la matière qui pourrait servir à être Ouais. réutilisée comme vraiment vêtement et du coup l'utilité première du produit. Donc ça n'a pas de sens. Je vais sélectionner les jeans au relais, après je vais les laver au lavomatique pour qu'ils Ok. soient... Parce que c'est quand même des choses qui étaient un peu... qui sont destinées à la poubelle, entre Oui, donc guillemets. ils sont pas Donc hyper. les gens, ils les mettent pas lavés, repassés. Enfin voilà, Ouais. on sait pas forcément sur quelle matière on va tomber. Donc c'est assez sale. Donc moi je les relave, je les sèche, etc. Ok. Et puis après je les coupe. Donc il y a tout ce travail-là aussi. Ça prend un temps important. Hein. Ouais, ouais. Au niveau des prix, ça se passe comment du coup avec la matière première que tu récupères, avec ce chinage de boutons? Et ben, en fait, ce qui coûte le plus cher dans la répartition des coûts, moi, c'est pas forcément les matières parce que comme je revalorise du jean, c'est pas très élevé. Les boutons, forcément aussi, c'est pas très élevé. Après, les tissus dormants, c'est là que ça peut être un peu cher parce que j'essaie de récupérer des tissus de bonne qualité. Ok. Donc il peut y avoir des tissus qui coûtent assez cher. Mais ce qui coûte le plus cher, c'est vraiment la production, en fait, et tout le développement d'un produit. Ok, Parce d'accord. qu'en fait, forcément, tu délègues le prototype, tu délègues le modélisme, le stylisme, le prototype. Ouais. S'il en faut plusieurs, ça veut dire qu'il faut que tu payes plusieurs prototypes. Ah oui, ok. C'est quand même des prix assez élevés. Donc, développer un produit, c'est très cher. Et après, la confection, forcément, en France, ça représente un gros pourcentage du prix, la confection. Mais voilà, c'est le jeu, c'est le Made in France, quoi. En fait, on s'en rend pas compte non plus, mais dans le coût du produit, il y a aussi tout l'aspect technique. Et faire des pattes de boutons en vague, c'est quand même beaucoup plus technique que de coudre de manière droite. Ah oui, bah oui. Donc voilà, donc dans mes prix de vente, il y a aussi l'idée que tu payes un savoir-faire qui est... voilà, il y a la difficulté technique des produits, forcément. Donc c'est ça aussi, c'est toute la problématique, c'est t'as une super idée et tout, ton idée dans ta tête elle est trop chouette, et après quand En réalisation. faut la réaliser, t'as plein de trucs voilà, faut faire des choix. C'est des erreurs que j'ai faites, c'est de me lancer dans des projets comme ça que j'avais en tête, et en fait au final, concrètement ça a coûté trop cher et j'ai arrêté j'ai pas sorti certaines pièces parce que les coûts allaient être trop élevés.
Et en fait, j'ai pas assez posé de questions au début et c'est comme ça aussi que j'ai perdu de l'argent dans des prototypes, etc. Parce que j'ai pas creusé le truc assez bien, j'ai pas assez questionné, j'ai pas... Donc ça, c'est important aussi de vraiment, avant de se lancer dans des choses, d'être bien sûr... Ouais, de ce que tu vas... Ouais, et demander conseil surtout. Est-ce que tes collections de coquillages et tes collections du coup de vestes s'inspirent de vacances de Bretagne? Ouais, bah en vrai oui, parce qu'il y a le côté... moi, je collectionnais pas mal les coquillages, j'avais des grosses... des gros pots de coquillages. Et là-dedans, je trouve que dans la quête du bouton, il y a un peu ce truc-là, parce que quand tu fouilles dans des coquillages, enfin dans des tas de coquillages, bah t'as plein de trucs et forcément tu veux sélectionner le plus beau, celui qui te plaît le plus. Ouais. Enfin, pas forcément le plus beau, mais en tout cas celui qui toi te plaît le plus. Ouais. Et je trouve que du coup, quand dans certaines ressourceries, t'as des bagues de boutons, il y a ce truc-là un peu de je fouille et hop, je sélectionne la petite pièce. C'est le parallèle que je peux faire. Et est-ce que t'as des petits boutons favoris? Ceux-là, tu te dis, je pourrais jamais les mettre. Ah oui, sur des... Ah bah Parce que ouais. tu sais, t'as toujours une petite pépite que tu déniches en mode... Bah, les boutons en céramique, en vrai, je les ai pas... Enfin, ceux que j'ai chinés, je les ai pas mis. Parce qu'en fait, je pense qu'il y en a, c'est des objets d'art. Parce qu'il y a eu cette... Enfin, on crée des boutons en céramique comme ça dans les années 50. Et t'as plein de céramistes qu'on connus maintenant, qui ont commencé en faisant des boutons. Et ma grand-mère m'en avait donné aussi... qu'elle avait dans ses placards, une petite pomme. Ah, ça aussi, je trouve, c'est hyper... Oui, il y a la transmission, ouais. parce que moi, j'en ai récupéré pas mal, des grands-mères et des tantes qui m'ont refilé leurs boutons, parce que tout le monde a un fond de bouton qui sert dans sa petite boîte à couture et tout. Bah, de toute façon, dans le fait de chiner des objets, tu as tout ce côté-là où tu sais pas forcément où était l'objet avant, toute l'histoire qu'il a. Il y a un côté un peu mystérieux au truc. Je trouve ça hyper émouvant, hyper narratif en fait. La veste, c'est pas qu'une veste, ça... Une histoire. Et puis du coup, elles sont toutes uniques. Parce qu'en fait, chaque jean, tu te dis que ça a été porté par quelqu'un. Tu sais pas dans quel... voilà, tu sais pas quoi. Mais chaque jean est différent du coup. Et chaque bouton, pareil, a appartenu à quelqu'un, a peut-être été sur un autre vêtement. Enfin voilà, il y a tout ce côté-là aussi qui est sympa dans le côté upcycling et récup. C'est que ça a une histoire, quoi. Tu pars pas de rien. Du coup, j'ai trop hâte de voir en fait les différentes empreintes que tu vas faire pour les boutons. Bah du coup, les maillages, en fait, c'est l'atelier avec qui je collabore pour les boutons. Ils ont géré toute la partie émo parce qu'ils avaient une collection. En fait, les boutons vont aller avec la collection de pièces que eux ont réalisées pour leur atelier, et on organise un défilé de mes pièces avec les boutons en céramique et leur collection à eux. D'accord. Est-ce qu'il y aura du doré non, pas les dorés. Mais peut-être qu'après, je vais développer d'autres choses, parce que là, c'était dans le cadre de la collaboration. De la collaboration. Mais on peut aller... Après, on peut aller plus loin. Ouais. Là, déjà, c'était les tests, de voir aussi, de les tester sur les vêtements et tout. Mais ça pourra aller plus loin. C'est en process. Je propose qu'on clôture notre petit atelier sur le podcast après en avoir... Carrément. Après en savoir plus justement sur Purée et tout ce qui est associé avec les boutons, les coquillages. On va prendre une petite photo de ce qu'on a fait là. Oui, trop bien. Et après, on repasse sur l'autre setup. Ouais. Du coup, je te propose qu'on enchaîne la partie 3 du podcast sur un peu tes ambitions pour Purée, des anecdotes que tu as liées à ta micro-entreprise et potentiellement des conseils que tu pourrais fournir à des personnes aussi qui souhaitent se lancer en micro-entreprise. Justement, je voulais savoir aujourd'hui si tu avais ta propre boutique ou si tu participais, justement, tu avais ta collection dans différentes boutiques ou sur un site internet. Comment tu fonctionnes aujourd'hui ? Alors, j'ai pas encore de pièces en boutique, mais c'est vrai que j'aimerais bien développer ça. D'accord. Pour l'instant, j'ai fait surtout de la vente en ligne et un peu de marché de créateurs. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien développer des partenariats avec des boutiques. C'est un peu la continuité, et puis ça permettrait aussi de pérenniser certains
voilà, Certaines collaborations. certaines collaborations. Oui. Enfin, ça serait vraiment chouette. Le seul souci, c'est toujours les histoires de marge. Parce qu'en fait, moi, je marche pas énormément et il faut quand même prévoir une marge, peut-être un loyer pour une boutique Ouais. avec qui je serai en collaboration. Donc, c'est pas mal de calculs, Ouais. de choses à de choses à voir. mettre en place, ce qui est différent du coup que sur un site où t'as pas de location. J'espère que en tout cas tu arriveras à trouver un équilibre, justement, à trouver le juste milieu entre boutique, pop-up et Ouais, c'est vente en une ligne. question de logistique, d'organisation, de négociation de prix. Enfin voilà, il y a plein de choses derrière ça, c'est pas évident. Et quand on est tout seul aussi, je trouve que c'est pas simple parce que des fois, enfin voilà, il faut déployer une énergie, il faut aller vers les gens. Et moi, j'ai pas de difficulté à aller vers les gens, mais c'est vrai quand c'est pour leur demander quelque chose, en tout cas, C'est plus c'est plus compliqué. compliqué. Donc c'est vrai qu'il faut être dans la bonne énergie et c'est pas tout le temps évident. pas tout le temps évident. Donc il y a ça aussi qui joue. Tu parlais d'ambition et justement réussir à trouver un équilibre et un juste milieu entre potentiellement les boutiques où tu exposes, les marchés de créateurs, les pop-up et autres. Ça, c'est les ambitions que tu t'es fixées pour l'année 2025. Oui, carrément. Mais aussi par rapport à ça, ce qu'il faut gérer, c'est les questions de matière. Parce qu'en fait, moi, quand je crée un produit, si par exemple, il y a 20 mètres de tissu, voilà, ça fait tant de pièces et pas plus. Donc, si tu es en lien avec d'autres boutiques, il y a aussi ça à gérer, de voir le stock, comment tu gères ton stock, est-ce que tu en mets aussi sur ton site. Enfin, il y a toutes ces questions-là aussi de logistique, vraiment de pièces, de matière. C'est des calculs à faire. Donc voilà, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Donc c'est quand même un gros travail global de démarchage. C'est aussi un travail sur soi, d'aller voir les autres, de te mettre plus en avant à certains moments et tout. C'est aussi, ça peut être compliqué pour certaines personnes aussi d'aller au-devant. Et je pense qu'on n'en parle pas forcément toujours, mais quand on est une femme et qu'on est menstruée, on a le cycle. Et dans le cycle, tous les mois, ça fait un peu comme ça. Et tu as des moments où tu as des super énergies, où tu as justement envie d'aller voir les gens. Des moments où tu as juste envie d'être toute seule, de pas... Enfin, c'est compliqué, pas bosser, socialement. Enfin, voilà, donc ça fluctue vraiment beaucoup, je trouve. Et c'est pas forcément simple à gérer tout le temps. C'est différentes... mood, hyper... Pas tout le temps, mais c'est vrai que des fois ça peut jouer et c'est pas forcément évident. Du coup, comment est-ce que tu vois l'évolution de Purée, genre sur les 5 prochaines années? Et justement, développer des partenariats avec des boutiques, j'aimerais vraiment puis viser des boutiques quand même assez sympas, quoi, en tout cas connues, reconnues, parce que quand même quand tu as une marque, tu as envie qu'elle soit reconnue, et je trouve que rentrer dans certaines enseignes, ça assoit le fait que tu sois une marque et que tu une sorte de pas crédibilité, je pense pas que ce soit le bon mot, mais une sorte de reconnaissance, de visibilité, quelque chose qui prouve aussi que t'es là, quoi. Ça répertorie la chose, mais c'est déjà le cas parce que je parle quand même de Purée. Enfin, je suis passée dans certains médias, enfin voilà, donc ça commence déjà. Mais c'est vrai que d'être dans une boutique assez connue dans le milieu de la mode et aller au-delà aussi de... Parce que pour l'instant, c'est vrai que les gens qui me connaissent, c'est les gens qui s'intéressent aussi à la mode circulaire. Mais c'est chouette de pouvoir aller au-delà et de toucher les gens qui ne sont pas forcément cette cible-là. Et pour pérenniser et développer vraiment et que en fait ça soit la norme, qu'on parle pas que de ta marque parce que elle est responsable, mais que ce soit normal, qu'en fait les process soient éthiques et que tout se passe bien. Enfin ça franchement, donc peut-être pas dans 5 ans, mais juste c'est une envie globale pour les gens qui se lancent comme moi dans ce genre de projet. D'ailleurs c'est peut-être aussi des conseils à des personnes qui se lanceraient et qui essayent de faire une marque justement, d'avoir quelque chose de hyper éthique, responsable. Ça peut être aussi compliqué à se lancer parce que vu qu'effectivement c'est pas quelque chose qui est une vision qui est encore adoptée par tout le monde. Moi je dirais qu'il faut vraiment bien s'entourer. Je pense qu'il faut viser quand même assez grand. Moi c'est vrai que je me suis un peu limitée sur les côtés financiers, etc. J'ai pas forcément... Et je pense qu'il faut quand même...
faut quand même y aller parce qu'en fait, faut se donner les moyens aussi de faire son projet, bien s'entourer et pas le faire dans une prise de risque. Il faut que ce soit des risques Oui, vous mesurez quand même, ouais. mais je pense qu'il faut y aller et aussi, par contre, être quand même assez sûr de son idée de où on va, parce que sinon, si tu doutes vraiment, tu doutes forcément, mais si tu doutes beaucoup tout le temps, vraiment, vraiment beaucoup, ça peut peut-être être un peu compliqué. Et vraiment aussi développer son réseau, parce qu'en fait, moi, j'ai eu plein d'opportunités grâce à des gens que j'ai rencontrés dans tel ou tel milieu. Nous, on était aux Beaux-Arts toutes les deux, enfin voilà, et c'est comme ça qu'on arrive toutes les deux là, quelques années plus tard. Enfin, tu te dis, c'est plein de connexions, et au final, c'est trop chouette parce que avec des projets différents, mais avec du des coup, projets différents, mais qui peuvent se rassembler. Donc je trouve que vraiment avoir ce réseau-là, c'est super important et c'est ultra enrichissant pour... Et justement, est-ce que tu connais d'autres créateurs comme toi? Est-ce que peut-être tu fais partie d'un groupe de créateurs sur lequel aussi d'autres personnes pourraient te retrouver ou Bah ouais, je fais partie de pas mal de... Enfin, en fait, j'ai de pas mal de groupes dans différents... D'accord, ok. Chose, en fait, ça s'est fait beaucoup via Instagram, parce qu'en fait, tu te mets à suivre des personnes qui font des choses pas forcément similaires à toi, mais en tout cas qui sont dans la création aussi, qui peut-être ont les mêmes problématiques. Et donc, on a des petits groupes avec d'autres créatrices qui sont en plus un peu dans toute la France. Donc, il y a des personnes que j'ai jamais rencontrées en vrai. Je fais partie de plusieurs réseaux avec les différents organismes qui m'ont aidée pour la création d'entreprise. D'accord, ok. C'est comme ça aussi que je rencontre d'autres personnes. D'autres créatrices, où du coup vous pouvez collaborer, vous aider sur les problématiques que vous avez. C'est chouette ça, de pouvoir rejoindre un réseau où justement tu... Oui. Et à Rennes aussi, je trouve qu'il y a une super belle émulation. Il y a énormément de marchés de créateurs. Il se passe vraiment plein de choses. Enfin, on met en valeur la culture, l'art, la création en général. Et je trouve que du coup, c'est une ville géniale pour se lancer, parce qu'il existe plein d'autres personnes comme moi, qui sont en plus à différentes échelles de projets, donc ils peuvent aussi te conseiller. Enfin, c'est trop important de partager ses expériences et puis voilà, après, il se passe des trucs, il y a des projets qui émergent. Je trouve ça hyper important aussi de montrer que finalement, en tant que créateur, des fois, on n'est pas seul. Ah ouais, et ça ne s'arrête pas à ton projet, en fait. Ça. Il peut s'imbriquer dans plein d'autres choses. C'est le cas avec Esperen aussi, parce qu'en fait, mon projet s'imbrique dans un plus grand projet qui a une dimension sociale, qui a des valeurs. Et du coup, tout ça, ça s'imbrique et ça crée des trucs... encore plus grands. Plus grands, ouais. Moi, je vois ça comme ça, faire partie d'un grand truc, mais où chacun met sa petite pierre. Et du coup, avant de conclure, j'aimerais savoir si tu as bien apprécié l'atelier, si ça t'a plu. Bah oui, c'était trop chouette. Tu t'es amusée. Ouais, carrément. Puis ça permet de partager aussi un peu plus ce qu'on crée, quoi, tout ce qu'il y a dans ma tête. Voilà, ça permet de rendre un peu plus concret les idées. Je suis contente qu'on ait pu moi aussi montrer ton processus de création. Je trouve que c'est une partie généralement qu'on met pas assez en avant. On montre souvent le résultat final et finalement le processus, des fois on le met un peu plus de côté et je trouvais ça important aussi de mettre ça aussi en avant lors de cet atelier. Est-ce qu'on peut te retrouver sur des réseaux sociaux, un site internet Oui, alors moi je communique majoritairement sur Instagram, c'est vraiment ma vitrine, pardon. Donc c'est Purée by Léna et aussi mon site internet c'est pureeupcycling.shop. Je vous invite du coup à suivre Léna sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner au compte YouTube des Initiés. Et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt.